Samedi 18 juin 2011 à Tournon-sur-Rhône dans l'Ardèche. Il est 20h lorsque Jean-Philippe Meyer reçoit un appel. Au bout du fil, le petit ami de sa fille Marie-Jeanne, 17 ans, est très inquiet. Cela fait 2 heures que Marie-Jeanne est injoignable. Marie-Jeanne doit, ce soir-là, garder sa petite sœur parce que les parents ne sont pas là. La maman est partie faire une soirée au restaurant avec des amis. Le papa, lui, est parti travailler sur un terrain à plusieurs kilomètres de là. Et donc, Marie-Jeanne garde sa petite sœur qui a 11 ans. Sauf que comme elle a beaucoup révisé toute l'après-midi pour ses épreuves du bac français qui commencent le lundi, elle décide d'aller faire un jogging. Et elle dit en gros à sa petite sœur, je reviens dans 1 heure, quoi. Sauf qu'au bout d'1 heure, elle n'est pas là. Le père est très rapidement inquiet, parce que c'est une situation inhabituelle. Elle ne partait jamais très longtemps. Et puis elle avait l'habitude d'être assez ponctuelle sur ses emplois du temps. Et cette absence qui va se prolonger est totalement inhabituelle. Face à cette absence anormale, Jean-Philippe Meyer part immédiatement à la recherche de sa fille. Il décide d'initiative, effectivement, de se munir de sa lampe frontale et de partir sur le sentier sur lequel elle a l'habitude de courir. Il est tout à fait probable à ce moment-là que Marie-Jeanne ait pu avoir un accident. Donc, au seul son de sa voix, il se dit qu'il peut peut-être retrouver Marie-Jeanne. Mais après plusieurs heures de recherche, Marie-Jeanne reste introuvable. À 23 h, son père prévient la gendarmerie de Tournon-sur-Rhône, qui prend très au sérieux la disparition de la jeune fille. Quand quelqu'un disparaît, quelqu'un de 17 ans surtout, effectivement, il y a 2 ou 3 possibilités. Soit c'est une disparition volontaire, c'est-à-dire une fugue, soit c'est un accident, soit il s'agit de quelque chose de plus grave, c'est un enlèvement, une disparition qui a été provoquée par quelqu'un, par un tiers. Et là, on est dans une situation effectivement extrêmement embêtante et très urgente. Les gendarmes de Tournon-sur-Rhône se rendent aussitôt au domicile de la famille Meyer. En fouillant la chambre de Marie-Jeanne, ils découvrent son téléphone portable. Un indice qui ne les rassure pas. Le fait que le téléphone soit toujours dans la chambre de cette jeune fille, c'est effectivement inquiétant parce que quelqu'un qui partirait faire une fugue prend son téléphone portable pour avoir le contact avec ses amis, avec les personnes chez lesquelles elle va aller, etc. Elle ne va pas partir sans rien. Les enquêteurs interrogent ensuite les parents et la petite sœur de Marie-Jeanne pour retracer les dernières heures de la jeune fille avant sa disparition. Elle a travaillé une bonne partie de la journée et puis sur les coups de 18 h, elle est allée emprunter le lecteur MP3 et les écouteurs de sa petite sœur, puis elle est partie faire un jogging. La petite sœur le dit, quoi. Il n'y a rien eu d'anormal, il n'y a rien eu de spécifique dans cet après-midi-là. Il n'y a pas eu de coup de fil intempestif, il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu sonner à la porte. Enfin, il n'y a rien qui ne ressort de l'ordinaire. Dans cet après-midi, elle est partie faire son jogging comme elle faisait un peu tous les jours pour se détendre et s'entraîner, quoi. Et si Marie-Jeanne s'était blessée pendant son jogging? Les enquêteurs contactent alors tous les hôpitaux de la région. Mais là encore, aucune trace de la jeune fille. À minuit 35, soit 1h30 après avoir été alertés, les gendarmes décident de lancer des recherches sur le terrain. C'est évident qu'on n'attend pas. Elle a pu avoir un accident en faisant son jogging et être toujours blessée au fond d'un ravin, au fond d'un trou. Donc c'est évident qu'il faut enclencher les recherches tout de suite dans l'espoir de la retrouver. Si elle a fait son jogging, c'est quand même dans un périmètre restreint. Les chiens peuvent sentir sa piste, ça peut aider à la retrouver vivante et lui porter secours si c'est nécessaire. La brigade cynophile va intervenir, c'est-à-dire qu'on va donner un vêtement de Marie-Jeanne et puis ensuite on va partir avec les chiens pour tenter de retrouver éventuellement sa trace. Ça ne va rien donner. Et puis, avec l'aide des sapeurs-pompiers, on va chercher. Mais très vite, les recherches s'avèrent compliquées. Il fait nuit, ça rend plus difficile les recherches. Et en plus de cela, on sait que Marie-Jeanne n'empruntait jamais.
le même chemin pour exercer son activité sportive. Et ça, bien évidemment, ça complique encore un peu plus les investigations qui sont menées par les gendarmes. À 2h30 du matin, alors que Marie-Jeanne reste introuvable, les gendarmes décident de suspendre les recherches. Le père, lui, de Marie-Jeanne, va passer encore des heures et des heures à rechercher sa fille. Avec sa lampe frontale sur le front, il décide de partir seul, en hurlant le prénom de sa fille pendant toute la nuit. Dès le lendemain matin, une enquête pour disparition inquiétante de mineurs est ouverte par le parquet de Privas. À la recherche du moindre indice, des vérifications bancaires et téléphoniques sont aussitôt effectuées. Est-ce que Marie-Jeanne est partie avec sa carte bancaire? Est-ce qu'il y a des retraits? Est-ce qu'il y a des opérations? Ça ne donnera strictement rien. Les caméras de vidéosurveillance de Tournon-sur-Rhône sont également exploitées. Mais là encore, aucune trace de Marie-Jeanne. Aucune piste, aucun indice, aucun élément, simplement ce constat d'impuissance, d'échec face à une situation qui est incontestablement anormale. Pour les proches, c'est très très dur. La famille, évidemment, s'accroche à l'idée qu'elle est encore en vie. Donc ils imaginent le pire, mais ils se raccrochent à l'idée qu'elle est quelque part, qu'on va la retrouver. Face à l'absence totale d'indices, les gendarmes décident de lancer un appel à témoins dans la presse locale. Aussitôt, les appels affluent. Ils se retrouvent face à une somme d'informations qu'ils doivent toutes vérifier les unes après les autres, notamment 2-3 témoignages qui leur semblent un peu plus fiables que d'autres. Une personne qui pense avoir vu Marie-Jeanne dans un bus. On a des témoins qui signalent avoir vu aussi un jeune homme qui aurait attendu un véhicule non loin des lieux, mais finalement on n'a rien de concret et on n'a rien qui permet de faire véritablement progresser les investigations. Donc l'angoisse pour la famille, elle reste exactement la même. Aucun témoignage recueilli ne permet d'orienter l'enquête. Pendant ce temps, sur le terrain, les gendarmes décident de déployer les grands moyens. On met 200 gendarmes. Je ne sais pas si vous imaginez, 200 gendarmes, c'est un dispositif énorme. On fait venir des renforts de tous les départements à côté. On appelle les plongeurs de la gendarmerie qui vont jusqu'à sonder le Rhône. Malheureusement, après 3 jours de recherches intensives, les enquêteurs n'ont toujours aucune trace de Marie-Jeanne Meyer. Si elle avait eu un simple accident, il est très vraisemblable qu'on aurait retrouvé ou elle vivante ou son corps dans les parages. Le fait qu'il n'y ait aucune trace de Marie-Jeanne est effectivement, au bout de 3 jours, c'est réellement inquiétant. Plus le temps passe, plus c'est inquiétant. Comment une jeune fille de 17 ans, a priori sans histoire, a-t-elle pu disparaître soudain, sans laisser de traces? Comme toujours en pareil cas, les enquêteurs se penchent sur la vie privée de la disparue. C'est une jeune fille à qui tout sourit. Elle a une scolarité absolument parfaite. C'est la première de sa classe. Il y a une forme autour de sa personne d'unanimité pour dire, de la part de tous les gens qui la connaissent, que ce soit ses amis, sa famille, le personnel enseignant, pour dire qu'elle est une jeune fille modèle. Elle a un objectif dans la vie, c'est réussir ses études. Elle veut avoir son bac pour faire une bonne école de commerce. Elle veut réussir dans ce domaine-là et elle a vraiment ça chevillé au corps très fort. C'est très important pour elle. On ne peut pas concevoir que celle-ci, tout d'un coup, sur un coup de tête, ait pu renoncer à ce projet qu'elle porte depuis un certain nombre d'années. À première vue, rien dans la vie de la jeune fille ne permet d'expliquer sa disparition. Les gendarmes se tournent alors vers la relation que Marie-Jeanne entretenait avec son petit ami Benjamin, rencontré sur Internet. Ça fait grosso modo 6 mois qu'ils entretiennent une relation.
davantage épistolaire par mail, par téléphone et par SMS que de visu, puisqu'ils ne sont pas scolarisés dans le même établissement. Lui a 2 ans de plus qu'elle, il a 19 ans. Il ne vit pas dans la même commune qu'elle, donc ils ne se voient pas très souvent en fait. Ça n'entrave rien à leur histoire et à leur amour naissant. Et voilà, et je pense que c'est, oui, la première fois qu'elle est amoureuse, sa première vraie grande histoire d'amour. Pourtant, en interrogeant ses camarades de classe, les enquêteurs découvrent que Marie-Jeanne était restée très discrète sur cette relation. Marie-Jeanne, là-dessus, s'en ouvre pas forcément auprès de ses proches parce que elle le souhaite attendre. Et puis qu'elle y met une forme de pudeur, c'est sa vie intime. Je rappelle que c'est une jeune femme qui est réservée. Les gendarmes veulent en savoir davantage sur cette relation. Ils convoquent Benjamin pour l'interroger. Il explique aux enquêteurs que la dernière fois qu'il a eu Marie-Jeanne au téléphone, c'était la veille du jour où elle disparaît, c'était le vendredi 17 juin. Voilà, le coup de fil habituel qu'il se passait le soir. Il l'a eu au téléphone le vendredi soir et puis le samedi rien. Quand il a essayé de l'appeler à l'heure habituelle fin d'après-midi, elle n'a pas répondu. En épluchant les relevés téléphoniques du jeune couple, les gendarmes ne remarquent rien de suspect dans les très nombreux appels et SMS échangés par Marie-Jeanne et Benjamin. La gendarmerie va examiner l'ensemble des communications, des relevés téléphoniques, des conversations qu'ils ont pu avoir. Il y en a 1700 entre le 1er juin et le moment où Marie-Jeanne va disparaître. Donc ils épluchent les 1700 messages pour voir si d'une façon ou d'une autre il y a eu des choses un peu suspectes. Rien. J'avais envie de dire les banalités que 2 amoureux de cet âge-là peuvent échanger par SMS, voilà. Bien sûr, l'emploi du temps du jeune homme est également vérifié. Il a un alibi. Outre l'absence de motif qui aurait pu animer ce jeune garçon à l'idée de faire disparaître Marie-Jeanne, très rapidement, effectivement, les investigations vont montrer qu'il n'a rien à voir avec l'affaire parce qu'il se trouve chez lui, à 80 km des lieux des faits, en tout cas du lieu de la disparition de Marie-Jeanne. À l'issue de ces investigations, les enquêteurs n'ont toujours pas l'ombre d'une piste. Le 21 juin 2011, soit 3 jours après la disparition de la jeune fille, un nouveau témoignage vient soudain faire basculer l'enquête. Le mardi se présente à la gendarmerie un habitant de la commune qui dit aux gendarmes qu'il a trouvé à mi-hauteur dans la colline, à mi-hauteur entre le bas du village et l'endroit où Marie-Jeanne vivait, une fosse recouverte de branchages. Et puis, pas loin de la fosse, une paire d'écouteurs. Ce témoin n'est pas allé à cet endroit par hasard. Il s'y rend parce que le soir de la disparition de Marie-Jeanne, il a aperçu dans la colline une lueur qu'il a pris pour un incendie. Il a alerté les services des pompiers qui vont prendre en considération son appel mais ne vont rien constater. Et c'est cette lueur qu'il va trouver curieuse, suspecte, qu'il décide, 3 jours plus tard, de se rendre à l'endroit où approximativement il l'avait aperçu. Les enquêteurs prennent ce témoignage très au sérieux et se rendent immédiatement sur les lieux. C'est un endroit qui ne se situe pas sur le chemin de grande randonnée. Il faut en sortir, prendre un accès particulier, au travers de broussailles, au travers de rochers. C'est vraiment accidenté. Donc c'est pas un endroit de toute façon sur lequel elle serait passée à l'occasion de son activité sportive. Sur place, les gendarmes découvrent un lieu étrange, à l'atmosphère inquiétante. On est en présence d'une plateforme qui est recouverte de branchages, qui est une plateforme relativement importante puisqu'elle fait, je crois, 3 mètres sur 2,50 mètres.
Elle est rectangulaire, assez bien délimitée, donc voilà, elle n'a pas été faite par les hasards de la nature, hein. C'est la main de l'homme qui l'a creusée, mais qui, pour en faire quoi? Il y a un signe qui est inquiétant et qui pourrait laisser présager qu'il y a quelque chose sous les branchages et les pierres. Ce sont les insectes, les mouches, en quantité assez importante, qui volent au-dessus de cette fosse, au-dessus de ces branchages. Donc assez rapidement, n'importe quel enquêteur se dit, bon, peut-être qu'il y a un corps en dessous. À proximité de la fosse, les enquêteurs repèrent les écouteurs signalés par le témoin. Mais ils découvrent également d'autres indices. On trouve un lecteur MP3 et un morceau de paire de lunettes cassées à la monture noire, comme celle que portait Marie-Jeanne. Donc là, évidemment, il y a vraiment un faisceau de présomptions et d'indices qui font dire que c'est pas très bon signe. Et en s'approchant de la fosse, les indices inquiétants s'accumulent. Les gendarmes découvrent des allumettes plus ou moins consumées, pas toutes brûlées, une lame de couteau. On trouve des outils, tenailles, une scie, on trouve des bouteilles vides, on trouve un emballage de préservatifs. Et là, les enquêteurs ont le sentiment et la conviction que l'endroit a été habité, qu'il l'a été pendant plusieurs jours, et aussi qu'il a dû être quitté assez fraîchement. Les enquêteurs concentrent ensuite leurs investigations sur la mystérieuse fosse. Ils dégagent d'abord l'épaisse couche de branchage qui la recouvre. Et au fur et à mesure de leur découverte, leur inquiétude grandit. On va découvrir un amas de terre, un amas de pierres, et on va s'apercevoir que nombreuses d'entre elles sont calcinées. On va les enlever les unes après les autres. On va découvrir ensuite d'autres éléments qui là sont beaucoup plus inquiétants puisqu'on découvre une manche de vêtements calcinée. On découvre une hache. On découvre l'autre partie de la paire de lunettes que l'on avait retrouvée à l'extérieur de la fosse. Et on découvre un morceau de soutien-gorge. Plus effrayant encore, apparaissent soudain des fragments d'os calcinés. C'est terrible, on ne peut pas dire ces choses-là crûment, mais oui, des morceaux d'êtres humains détruits, carbonisés. C'est inquiétant aussi parce que c'est vrai que cette jeune femme n'a disparu que depuis 3 jours et qu'en 3 jours, un corps ne se décompose pas naturellement comme ça. S'il y a des fragments d'os, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'autre aussi. À ce moment-là, les enquêteurs, évidemment, ont la conscience qu'ils sont sur une scène de crime. Qu'il ne s'agit plus simplement d'un dossier de disparition, pour le coup, mais d'un dossier criminel. Face à ces découvertes, la section de recherche de Grenoble est saisie. Et des experts de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, sont appelés en renfort. On fait venir des techniciens de scène de crime pour la police ou des techniciens en identification criminelle pour la gendarmerie. C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire des spécialistes qui savent prélever les indices sans les polluer, qui ont les moyens nécessaires pour prélever tous les indices, pour pouvoir les répertorier, etc., les photographier, figer cette scène de crime, geler cette scène de crime, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse en tirer un maximum d'informations. À leur arrivée, les techniciens en identification criminelle gèlent les lieux et reprennent les recherches. C'est alors qu'en fin de journée, ils découvrent ce que tout le monde redoutait. Les enquêteurs vont être confrontés à une situation d'horreur. Parce qu'on découvre un corps qui est un corps calciné. Quand on découvre le corps, la partie de corps, devrais-je dire, parce qu'il n'y a
qu'un tronc et la tête. On voit que c'est quelqu'un qui visiblement était couché sur le dos. Il y a une barre de fer qui est comme jetée là, posée là, un peu en travers. Mais le corps est dans un tel état qu'on ne peut pas dire comme ça si c'est un homme, une femme, une jeune fille. Voilà, c'est impossible. Aussitôt, une information judiciaire pour meurtre est ouverte. L'urgence est désormais d'identifier le corps. Avant tout, les gendarmes appellent les parents de Marie-Jeanne Meyer et leur demandent de venir immédiatement à la section de recherche de Grenoble. Les enquêteurs n'ont pas d'autre choix que de présenter aux proches les objets qu'ils ont retrouvés sur place pour savoir si cela correspond ou pas aux objets de Marie-Jeanne. Est-ce que ça pourrait être la paire de lunettes de Marie-Jeanne? Est-ce que ça pourrait être la manche de jogging avec laquelle elle est partie courir? Est-ce que ça pourrait être le MP3 que sa petite sœur lui a prêté? Et oui, ils les reconnaissent. Les parents sont absolument dévastés. On leur fait la pire annonce finalement de leur vie. On leur dit qu'on a retrouvé un corps, qu'on ne peut pas en l'état l'identifier, mais qu'à côté de ce corps-là, on a retrouvé ces objets-là. Et les parents sont placés de fait devant une réalité qui est particulièrement brutale, qui est inacceptable. Les enquêteurs sont certains d'avoir retrouvé le corps de Marie-Jeanne. Mais une identification formelle doit être effectuée. Pour cela, les gendarmes disposent de l'ADN de la jeune fille, prélevé chez elle sur sa brosse à dents. Et la comparaison sera faite entre les deux ADN, ceux retrouvés chez les parents, qui sont les éléments anté-mortem, et le post-mortem sur les fragments du corps les moins dégradés que l'on peut avoir. Donc le rapprochement est fait très rapidement. La conclusion, c'est que on est bien en présence du corps de Marie-Jeanne. Les parents de Marie-Jeanne gardaient encore espoir que le cadavre retrouvé ne soit pas celui de leur fille. Cette fois, ils sont anéantis. Il y a toujours un infime espoir au fond, de se dire mais non, mais il y a une autre explication, ça peut pas être ça, quoi. Et quand l'analyse ADN revient positive, et oui, c'est bien elle, il n'y a plus aucun espoir. Et là, c'est tout le reste de la douleur qui arrive avec toutes les questions. Pourquoi elle? Pourquoi on l'a retrouvée là? Pourquoi dans cet état-là? Et la question qui taraude, qui? Un questionnement partagé par toute la commune. Les Tournonnais sont en état de choc et surnomment l'endroit où le corps a été retrouvé, le plateau du diable. C'est un séisme en fait, pour la ville de Tournon. Il va y avoir une vague d'émotions comme rarement il y en a eu. Les gens vont se mobiliser, ils vont soutenir la famille, ils vont faire une marche blanche. Je pense que cela est lié à la fois à l'émotion et à l'incompréhension de la situation. C'est pour ces gens-là se dire comment cela est possible, comment cela a-t-il pu se passer. Le 23 juin 2011, soit 2 jours après l'horrible découverte, le corps de Marie-Jeanne Meyer est autopsié à l'Institut médico-légal de Saint-Étienne. Le médecin légiste apporte une première explication concernant l'absence des bras et des jambes. C'est classiquement un des effets du feu. Dans toutes les carbonisations, ce sont véritablement les parties les plus extrêmes des membres qui brûlent en premier, qui sont les plus fragiles. Le corps a pu également être démembré, mais seules des expertises plus poussées pourront le confirmer formellement. En poursuivant son examen externe, le légiste constate que le corps de la victime était nu quand il a brûlé. On pourrait penser que les vêtements ont disparu à l'occasion de la crémation, mais on ne retrouve pas de traces de résidus carbonisés de tissus avec une composition particulière. On va retrouver d'autres éléments dans la fosse, le soutien-gorge, on retrouve une manche carbonisée de l'un de ces vêtements, mais on constate qu'effectivement, l'ensemble de ces vêtements n'est pas porté. À l'examen interne,
l'expert ne décèle aucune trace d'agression sexuelle. En recherchant ensuite les causes de la mort, le médecin légiste relève de nombreuses lésions à la tête. Le crâne a été écrasé, pas d'autre terme. Vraiment, il y a des fractures sur l'arrière du crâne, sur le front. Il y a une fracture du haut en bas du crâne. Alors, les lésions telles qu'elles sont décrites sont tellement importantes qu'elles ne peuvent pas avoir été occasionnées uniquement par des coups de poing. Il n'est pas possible d'imaginer un enfoncement facial, une lésion faciale, simplement par des coups de poing portés. Il y a dû avoir l'utilisation d'un objet contondant lourd. Selon le légiste, une barre de fer, comme celle qui a été retrouvée sur le corps de la victime, a très bien pu engendrer de telles blessures. En poursuivant l'examen au niveau du thorax, il relève que plusieurs côtes sont fracturées. Les plaies thoraciques sont obligatoirement occasionnées par une arme blanche ou un élément équivalent, une pierre, un objet, un bâton, qui permet d'avoir des plaies pénétrantes. Donc en aucun cas, il s'agit de lésions à main nue. Mais vu l'état dégradé du corps, les causes exactes de la mort restent incertaines. Est-ce que ce sont les coups de couteau? Est-ce que ce sont des coups de hache ou de barre de fer? Le seul élément qui peut peut-être être un peu apaisant, si toutefois il y en a un, c'est que les analyses montrent que dans ses poumons, il n'y avait pas de suie. Ce qui prouve qu'elle était décédée lorsque l'incendie a été allumé. L'autopsie n'a pas permis de répondre à toutes les questions. Une expertise anthropologique est alors pratiquée, autrement dit l'analyse des fragments d'os retrouvés dans la fosse. Elle pourrait aider les enquêteurs à comprendre le scénario du crime. L'expertise anthropologique, elle a un grand intérêt pour savoir s'il y a eu ou non des actions de démembrement. Sur les éléments qui vont être analysés, par rapport aux objets traumatisants qui ont été retrouvés, la hache, la scie, etc., il va y avoir une analyse qui va être très fine, microscopique, des tranches osseuses pour regarder si les dégâts sont attribuable à l'action du feu, ou bien à quelque chose qui a été tranchant et contondant, qui a une particularité, qui va fissurer, ou bien quelque chose qui a sectionné de façon assez régulière, mais avec des sortes de vagues qui vont être imprimées sur l'os, qui pourrait être le cas d'une scie. Les experts constatent que les fragments osseux ne présentent pas tous le même degré de carbonisation. Mais pour eux, ceci est tout à fait normal. Les os très solides, un fémur par exemple, va être lent à dégrader, lent à brûler, il est épais, alors que des os vont très rapidement être totalement carbonisés, comme des côtes qui sont les os plats. Sur un des fragments osseux les mieux conservés, un morceau de fémur, les anthropologues relèvent une trace significative. Elle pourrait correspondre à un démembrement. Elle a une forme particulière, c'est-à-dire qu'elle a une forme un petit peu biseautée. On a pu la matérialiser parce qu'on a recollé l'ensemble des fragments, une forme biseautée qui laisse penser à un objet particulier. Lors de la découverte du corps, une hache, une scie, une tenaille et une lame de couteau avaient été retrouvées sur place. L'un de ces 4 indices peut-il avoir servi pour le démembrement? Sur ces objets, je regarde la compatibilité de certains ou l'incompatibilité d'autres. Et au regard de cet examen, je pense pour ma part que le seul objet qui m'a été transmis, qui peut avoir occasionné les lésions sur le fémur, est une hache. Les éléments qui arrivent dans le dossier auquel les parents ont accès apportent des détails qui conduisent les parents au bout de l'horreur. Au bout de l'horreur. Pour connaître la date exacte de la mort de Marie-Jeanne Meyer, une expertise entomologique est ensuite ordonnée. Elle consiste à analyser les larves de mouches prélevées dans le corps de la victime lors de l'autopsie. On va utiliser ces insectes comme un élément d'information pour essayer de reconstituer ce qui s'est passé. En examinant l'espèce et le degré de développement des larves, les experts peuvent en déduire le moment précis où elles ont été pondues. Ces larves qui étaient présentes sur le corps avaient dû être pondues le 19 au matin, au plus tard. Ça veut dire que le 19 au matin, non seulement la victime était déjà décédée, mais en plus,
la carbonisation avait déjà eu lieu et le corps avait fini de refroidir pour que les mouches puissent venir pondre sur le corps. Marie-Jeanne Meyer aurait donc été tuée quelques heures seulement après sa disparition. À la section de recherche de Grenoble, les gendarmes ont désormais une priorité. Exploiter chacun des indices récoltés sur la scène de crime. On va essayer de les faire parler, soit pour reconstituer le déroulement des faits, soit pour établir qui les a touchés, qui les a portés, qui était en contact avec ces objets. C'est une somme de travail colossale et c'est pas si fréquent que ça dans ce genre d'affaires d'avoir autant d'éléments. Ou en tout cas, c'est pas fréquent de la part de prédateurs sexuels ou de serial killers de laisser autant de choses derrière eux. Donc ça pourrait aussi démontrer que, voilà, il y avait quand même rien de très organisé dans tout ça. Le 5 juillet 2011, soit 2 semaines après la découverte du corps, les enquêteurs reçoivent les résultats des expertises génétiques. On retrouve sur la hache une empreinte génétique. On retrouve également une allumette calcinée. C'est la même empreinte génétique. On retrouve un morceau de vêtement. C'est encore la même empreinte génétique. Et puis un morceau de soutien-gorge où on retrouve également la même empreinte génétique. En interrogeant le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, les gendarmes identifient cet ADN. Il appartient à un certain Anthony Draoui, un jeune marginal de 20 ans. Donc on a un nom. Enfin, une piste plus qu'intéressante. Parce que c'est à cet instant le seul élément crédible, plausible, qui a été recueilli par les services enquêteurs. Donc c'est un suspect numéro 1. Les enquêteurs se penchent aussitôt sur les antécédents de cet Anthony Draoui. Il est connu des services de police, il est connu des services de gendarmerie. On est en présence d'un jeune homme dont le passé judiciaire est marqué par des épisodes de violence importants. La dernière fois qu'on a pu trouver une adresse où il était recensé, c'était chez sa maman, qui vit dans la commune de Tournon, donc quelques encablures de là où Marie-Jeanne a été retrouvée. Donc on va interroger cette femme. Elle dit qu'elle n'a pas revu son fils parce qu'elle l'a mis dehors, parce qu'il avait été extrêmement violent avec elle. La maman explique qu'elle l'a vu pour la dernière fois le 19 juin, le lendemain de la disparition de Marie-Jeanne. Il est venu lui demander de l'argent et qu'elle lui en a pas donné. Et donc, il est parti. En épluchant leur fichier, les gendarmes découvrent que le jour où le corps de Marie-Jeanne Meyer a été retrouvé, Anthony Draoui a commis une tentative de vol avec violence dans un salon de coiffure situé à 30 km de là. Il est arrivé avec un épluche-légumes à la main et il a attrapé la coiffeuse. Il l'a menacée avec l'épluche-légumes, il voulait la caisse. Et le compagnon de la coiffeuse qui était dans l'arrière-boutique a entendu, s'est précipité, a maîtrisé le jeune homme en question. Face à la résistance du couple de commerçants, il a renoncé à les attaquer. Mais il a été interpellé à la suite de ce larcin. Il est même placé en garde à vue et il va être relâché. Grâce à ce qu'il a conduit en face des enquêteurs, on a réussi à avoir son profil ADN. Sans ça, on n'aurait pas pu l'identifier, Anthony Draoui. La priorité pour les gendarmes est désormais d'arrêter le jeune homme. Mais son mode de vie va leur compliquer la tâche. Il a un compte en banque sur lequel, pardonnez-moi l'expression, mais il n'y a pas une thune, il n'y a rien du tout, il n'a pas de résidence, il n'a pas de lieu de fréquentation particulier, il n'y a pas de téléphone portable par exemple. Donc voilà, on ne peut pas arriver à le joindre, donc ça rend extrêmement compliqué les investigations. C'est la pire des hypothèses pour les enquêteurs parce qu'ils comprennent que en fait, leur suspect est un SDF. La traque est lancée pour retrouver Anthony Draoui.
Les gendarmes commencent par se rendre dans tous les foyers et centres d'hébergement de la région, susceptibles d'avoir accueilli le jeune SDF. On finit par découvrir qu'il était dans un centre d'hébergement de Lyon, donc à une petite centaine de kilomètres de Tournon, les nuits du 23 juin et du 24 juin. Les gens qui se rappellent l'avoir vu dans ce foyer disent qu'il était quasiment prostré, renfermé, parlant pas. Le 24 juin, c'était donc 6 jours après la disparition de Marie-Jeanne Meyer. Anthony Draoui semble ensuite s'être évanoui dans la nature. Plus aucune trace d'Anthony Draoui après le 24 juin et pourtant les investigations se multiplient. Mais voilà, il a disparu. Pour les enquêteurs, c'est pas quelque chose de simple parce qu'on ne peut pas privilégier telle ou telle hypothèse. Est-ce qu'il s'est enfui? Est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il n'est plus sur le territoire national? Ou est-ce qu'il est encore par là? Le 5 juillet 2011, un mandat de recherche est lancé, dans l'espoir de mettre la main sur le suspect numéro 1. Le mandat de recherche, c'est un magistrat, procureur ou juge d'instruction, qui demande à tous les services de police de rechercher en l'occurrence Draoui et de le placer en garde à vue afin que le service enquêteur puisse le récupérer et l'entendre, poursuivre son enquête. Mais les mois passent et Anthony Draoui reste introuvable. En octobre 2011, les gendarmes ont peut-être une occasion de lui mettre la main dessus. Car le jeune SDF est convoqué au tribunal correctionnel de Valence pour sa tentative de braquage au salon de coiffure. Donc c'est une piste à ne pas laisser passer, très discrètement, deux gendarmes en civil de la section de recherche qui viennent se mettre au milieu du public dans la salle d'audience. Et puis il ne vient pas. Déçus d'avoir fait chou blanc, les gendarmes ont désormais la certitude que l'homme est en fuite. Le 7 octobre 2011, soit 3 mois après le drame, le juge d'instruction délivre donc un mandat d'arrêt international. Les enquêteurs pensent qu'il est en cavale et même les enquêteurs imaginent qu'il a traversé la Méditerranée, qu'il est parti dans un pays du Maghreb, peut-être en Algérie, peut-être au Maroc, pour essayer de disparaître encore un peu plus. Pour la famille de Marie-Jeanne, cette attente devient insoutenable. Je pense que c'est une longue descente aux enfers pour la famille. Ce sentiment que rien n'avance, qu'on retrouve pas. Qui, pourquoi, comment, ces questions-là, ça étouffe, ça étrangle, ça empêche de dormir, forcément. Un an après les faits, le 7 juin 2012, l'enquête connaît soudain un véritable coup de théâtre. On trouve un jeune homme, un peu SDF, un peu marginal, dans un train, juste après la frontière espagnole, à Portbou. Il est trouvé par des contrôleurs qui lui demandent son billet, il n'en a pas, qui lui demandent comment il s'appelle, il donne un nom russe, Yuri Vichenkov. Et les autorités espagnoles le remettent aux autorités françaises à la suite de ce contrôle d'identité. Et les autorités françaises qui vont prendre possession de cet individu avec cette identité russe vont procéder à des investigations basiques. Après des vérifications effectuées auprès du FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales, l'individu est immédiatement identifié. Et on découvre qu'il n'est pas le jeune homme russe qu'il prétend être. C'est pas Yuri Vichenkov, c'est Anthony Draoui. On constate qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui, et à partir de ce moment-là, il est présenté au juge d'instruction à Avignon. Anthony Draoui est alors sommé d'expliquer où il était pendant ces 11 derniers mois. Très clairement, il a vécu pendant presque un an à droite et à gauche, et notamment à Barcelone, où, dit-il, il vivait de subsides de ferrailleurs, il faisait des travaux de ferraille. C'est des choses qui sont absolument invérifiables, puisqu'il dit qu'il était SDF à Barcelone. Là, il nous sert bien ce qu'il a envie de nous servir. Mais quand le juge d'instruction lui demande où il était et ce qu'il faisait le jour du meurtre de Marie-Jeanne Meyer, Anthony Draoui prononce une phrase lourde de sens. Il va dire, je le cite, entre guillemets, « J'ai fait un truc de fils de pute ». Et lorsqu'on connaît Anthony Draoui, sa personnalité, son caractère, sa dialectique,
On sait que lorsque lui dit que le truc qui a été fait, c'est un truc de fils de pute, ça veut dire que c'est allé très très loin. Et on sent que il se libère. Il se libère d'un poids qu'il a porté pendant plusieurs mois. Et un poids terrible. Anthony Draoui commence par reconnaître qu'au moment des faits, il vivait dans la forêt, là où le corps de Marie-Jeanne a été découvert. Donc il s'était fait un espèce d'abri là. Alors dans un premier temps, il dormait sous une tente. Et puis il avait décidé de se construire sa maison à lui. D'où la fosse de 3 mètres sur 2 mètres 50. Parce que c'était pour poser les fondations de sa maison. Et donc il a défriché, désherbé, coupé les morceaux de bois, d'où la hache, d'où la barre de fer, d'où les outils, la tenaille, etc. Interrogé sur son emploi du temps le jour de la disparition de Marie-Jeanne Meyer, le suspect admet aussi avoir croisé la route de la jeune fille. Il engage la conversation avec elle. Il fait un bout de chemin avec elle sur le GR42. Et puis au bout d'un moment, l'heure passant, il lui demande si elle accepterait de venir voir là où il réside. Donc elle le suit et il continue à discuter un bon moment. Lui a l'impression qu'il lie connaissance, qu'elle va même presque se confier à lui en lui disant quel type de musique elle aime, en lui disant un certain nombre de petits détails sur la vie de sa famille. Lui confie un peu ses rêves. Elle le suivrait jusqu'à l'intérieur de la tente parce qu'elle a soif. Et Anthony Draoui passe alors aux aveux. Il va tenter de l'embrasser. Elle va le repousser, il va rester interdit, muet, une minute ou deux vont passer. Il va retenter de l'embrasser à nouveau et là, elle le repoussera de façon beaucoup plus violente. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il expliquera avoir saisi le couteau qui se trouvait là, à l'intérieur de la tente. Voyant cela, bien évidemment, Marie-Jeanne commence à s'agiter, à vouloir lui saisir le couteau des mains. C'est dans ces conditions que le coup de poing sera asséné. Et ensuite, il perd complètement le contrôle de ses actes et la poignardera 3 ou 4 coups de couteau. Face à ce geste-là, Anthony Draoui, traumatisé qu'il était, serait sorti de sa tente, aurait laissé finalement Marie-Jeanne baigner dans son sang jusqu'à ce qu'elle meure. Il dira d'ailleurs, j'ai agi de façon totalement mécanique. Et au bout d'une heure, il va tenter de tirer les pieds de Marie-Jeanne pour dissimuler le corps. Après avoir déshabillé sa victime, l'homme n'a qu'une seule idée en tête, faire disparaître le corps. Il avait à disposition des espèces de produits type désherbants. Donc il a mis ces produits-là sur le corps comme pour activer en fait. Et puis il a allumé le feu. Et il a, à plusieurs reprises, ça a duré des heures, pendant toute la nuit, du samedi au dimanche, alimenté le feu. Et puis une fois que ça a fini de brûler, il a jeté sa barre de fer, ses outils, jeté des pierres pour recouvrir le tout, mis des branches pour que tout disparaisse. C'est ce qu'il dit et c'est assez terrifiant. Pour que tout disparaisse, oui, en effet, il a laissé assez peu de chance qu'il reste quoi que ce soit de cette jeune fille. Les enquêteurs ont désormais des aveux circonstanciés. Mais certains indices de la scène de crime ne collent pas avec la version d'Anthony Draoui. À commencer par la hache, qui a pu servir à démembrer la victime. Il dit « je n'ai pas démembré, je n'ai pas mis de coup de hache ». Là, on retrouve son ADN à elle sur la lame de la hache et son ADN à lui. Et il y a des traces sur des ossements de coups de hache. Et lui dit non, mais non, je vous jure, je n'ai pas démembré. Et c'est absolument pas logique. Si on réfléchit 10 secondes, ça tient pas la route. La présence d'autres indices laisse penser que l'homme n'a certainement pas livré toute la vérité. Il dit qu'il a donné un coup de poing.
Est-ce que c'est à ce moment-là que les lunettes de Marie-Jeanne se cassent? On ne sait pas. Mais la barre de fer, non, il ne l'a pas utilisée. Pourtant, les légistes disent l'état du crâne, l'état des fractures sur le crâne, à l'arrière, sur le front. Pas un coup de poing qui fait ça. Un autre détail ne colle pas avec les aveux d'Anthony Draoui. Selon les proches de Marie-Jeanne Meyer, la jeune fille n'aurait jamais suivi un inconnu dans les bois, comme il le prétend. Le scénario exact du drame reste donc un mystère. En fait, on ne sait pas comment Marie-Jeanne est arrivée là. Ça semble assez impensable à tout le monde qu'elle soit arrivée là par sa propre volonté. C'était pas à son lieu de jogging. Est-ce qu'elle est arrivée seule, ou sur ses deux pieds, en tout cas vivante, à cet endroit-là et qu'elle a été tuée ici? Ou est-ce qu'elle a été tuée ailleurs et amenée ensuite ici en vue de la faire disparaître? On ne sait pas. Pour tenter de comprendre comment le jeune homme a pu passer à l'acte de manière aussi violente, une expertise psychiatrique est ordonnée. C'est quelqu'un qui n'a pas de troubles mentaux lourds ou de maladie mentale lourde. Les experts disent justement qu'il n'y a pas de folie. Mais il semblerait que cette vie extrêmement décousue, le fait qu'il n'ait pas fait l'apprentissage de la maîtrise de soi-même, de ses émotions, a pu faciliter donc le fait qu'il ait des colères ou des moments agressifs dans des moments frustrants pour lui. Si Anthony Draoui ne conteste pas sa culpabilité, il affirme ne pas avoir prémédité son geste. Des propos que le profil dressé par les experts psychiatres semble confirmer. Il n'a pas lancé la conversation avec Marie-Jeanne sur le bord du chemin pendant qu'elle faisait son jogging en se disant « je vais la tuer ». Ça, moi, je pense pas. Vraiment. Je pense pas qu'il ait été dans cette logique-là. Après, c'est un jeune homme qui a toujours connu une enfance, une adolescence de violence. Et c'est un peu son mode de communication. Donc, elle le rejette, elle le repousse. Il réagit par la violence. Aujourd'hui, plus de 6 ans après les faits, la famille de Marie-Jeanne Meyer reste meurtrie à jamais par ce drame effroyable. Il faut se souvenir qu'au départ de tout ça, lorsque le 18 juin elle disparaît, le père est dans la montagne avec sa lampe frontale et qu'il passe sans doute à quelques dizaines ou centaines de mètres de l'endroit où elle est en train de mourir. Et le père ne peut pas s'empêcher de penser qu'avec un peu plus de chance, il aurait pu sauver sa fille des mains d'Anthony Draoui. Je pense pas qu'on puisse recommencer à vivre normalement après ça. Je pense que la famille a été dévastée. Voilà, je pense que ça a fait l'effet d'une bombe en chacun d'eux. Pour eux, ce 21 juin 2011, premier jour de l'été, fut au contraire le début d'une nuit noire et sans fin, tombant sur le plateau du diable. Tous les jours, depuis des années, le père entretient la plateforme et la fosse. Il empêche la végétation de repousser. Il entretient ce sanctuaire parce qu'il ne veut pas que la moindre parcelle de Marie-Jeanne, le moindre ossement, la moindre dent puisse rester au fond de cette fosse. Donc, en face d'un deuil impossible, il a décidé de tenter de libérer sa fille de cette tombe.